bonjour et bienvenue sur la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de ce mois de juin, le mois de la ludopédagogie. On va en parler avec l'invitée du Grand Oral, Nathalie Geta. L'anti-sèche d'Amal Laoui. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité est cinématographique. Aujourd'hui, c'est la sortie du film Elvis, les programmes ceux d'anglais qui font découvrir aux élèves les ressorts du rêve américain et de l'American Way of Life. L'heure de la récré, toujours avec Amal, zoom sur la vie en internat. Et puis enfin, en fin d'émission, nous retrouverons notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Tendez l'oreille, le sujet du jour est hyper sensible. Il sera question d'anorexie et de boulimie. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Un mois pour jouer, c'est ce que propose aux enseignants Réseau Canopé jusqu'au 30 juin. Il reste encore des dizaines de conférences d'experts, des webinaires, des actions de formation et on en parle de cette ludopédagogie aujourd'hui dans la quotidienne pour les enseignants mais aussi pour les élèves, pour les familles avec Nathalie Geta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, vous êtes directrice de l'atelier Canopé des Yvelines. La ludopédagogie, on va décomposer le mot. Donc pédagogie, c'est une façon d'enseigner. Ludo, c'est le jeu. C'est une tendance assez récente en France malgré tout. Enfin, c'est à la fois quelque chose de très ancien, ça remonte à la Renaissance, le jeu sérieux, etc. Mais dans les écoles, c'est quand même récent. Oui, absolument. Dans les écoles en France, c'est très récent. Beaucoup d'enseignants ont essayé quand même de s'approprier un petit peu les modalités du jeu, mais sans forcément développer complètement cette pédagogie, parce qu'il y avait une méconnaissance jusqu'à présent, je crois, de ce que pouvait apporter la ludopédagogie aux enfants. J'ai vraiment envie de dire, même aux grands. Et même aux grands, oui, c'est ça. Ouais. Alors, elle est omniprésente en maternelle. Oui. On commence comme ça, et puis plus on avance, et plus on l'oublie, quitte à la retrouver d'ailleurs dans l'enseignement supérieur. Avec des... Voilà. Ouais. Mais entre les deux, en fait... Il y a un petit trou. Il y a un petit trou où tout d'un coup, le jeu devient quelque chose qui n'est plus sérieux, en tout cas pas pour apprendre des choses sérieuses. Et donc c'est un petit peu dommage parce que les rouages du jeu, justement, permettent, cette modalité d'apprentissage permet vraiment de faire passer beaucoup de choses. Entre autres parce qu'il y a du plaisir, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça a du mal à passer, parce qu'il y a l'idée très judéo-chrétienne qu'il faut souffrir pour apprendre, si c'est pas un petit peu douloureux, c'est ça. C'est ça, oui, ouais. Un petit peu ça. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on a besoin pour vraiment que les jeunes, je vais parler des jeunes au sens large, hein, que ce soit les petits ou même les plus grands, on a besoin qu'ils soient vraiment impliqués dans ce qu'ils font. On voit bien que plus ils sont impliqués dans ce qu'ils font, plus ils retiennent, plus ils ont envie de faire aussi. Alors vous parlez de cette implication, et ça c'est un trait commun qu'on retrouve chez beaucoup d'enseignants qui disent, et parfois de parents d'ailleurs, hein, la difficulté de concentration des enfants, et ça le jeu c'est extraordinaire pour la concentration. Absolument. On est loin maintenant de l'école où le prof parle pendant des heures et puis le jeune doit écouter, noter et puis finalement au final... Apprendre et réciter. Voilà. Ouais. Et finalement, on se rend compte que les résultats ne sont pas forcément meilleurs parce que qu'est-ce qu'ils ont appris derrière? Parce que finalement, quand est-ce qu'ils vont poser les questions? Comment on sait qu'ils ont vraiment compris? C'est très compliqué de savoir s'ils ont vraiment compris. Parce que finalement, c'est leur interprétation à eux. Ils vont nous dire non, mais c'est bon, j'ai tout compris. Puis après, le jour de l'interro, il n'y a plus rien. Donc, le jeu permet justement d'appuyer sur j'ai envie de dire, sur ces éléments-là et de se rendre compte que certains ont un potentiel ou des compétences qu'ils, jusqu'à présent, n'avaient pas développées, ou en tout cas que l'enseignant ne soupçonnait pas. Est-ce que c'est vrai, notamment de certains élèves en difficulté? Est-ce que ça marche particulièrement bien dans ces situations-là, le jeu? Oui. Alors moi, j'étais enseignante en lycée pro et en particulier avec... et en ZEP, je crois, non? J'ai commencé en ZEP, oui. C'est ça. Et c'est vrai que ça a été même l'essentiel. J'ai dû penser ma pédagogie vraiment autour de tout ce qui était modalité de gamification pour pouvoir vraiment aller les chercher, leur montrer qu'ils avaient vraiment des capacités, qu'il n'y avait aucune raison qu'ils n'y arrivent pas, et donc dédramatiser un petit peu tout ce côté sérieux justement de l'école et de l'apprentissage pour pouvoir les emmener là où je voulais vraiment les emmener. Gamification, c'est-à-dire on met du jeu, on met du game dans un dispositif pédagogique. Complètement. Donc quand on dit qu'on met du game, on met des processus en fait. Il faut vraiment décortiquer les process. Ça veut dire qu'il faut connaître aussi ses élèves. C'est une pédagogie du détour. Oui. Mais ça permet aussi d'individualiser. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment connaître ses élèves. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que à partir du moment où on rentre dans une classe et qu'on en a 30, c'est vrai que l'enseignant a plutôt tendance à dire « j'ai pas le temps de connaître mes élèves parce que j'ai mon cours à faire ». Non,
Mais le jeu aide aussi, c'est un cercle vertueux, parce que le jeu permet aussi de les connaître sous un jour différent et de mieux les connaître, non? Absolument, puisque en dehors de toutes les compétences classiques liées à la discipline, on a aussi toutes les compétences transversales et puis notamment toutes les compétences douces qui peuvent passer plus facilement. Là, ça permet vraiment de les voir et puis de connaître la personnalité du jeune. On va continuer à parler de tout ça et notamment de la façon dont on fixe ses compétences, qu'elles soient dures ou qu'elles soient douces. Mais c'est l'heure, si vous le voulez bien, de l'anti-sèche. On va voir comment, à partir de l'actualité, on peut rebondir sur les programmes. C'est une autre façon d'essayer de jouer. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Jouons un peu. Actualité culturelle aujourd'hui, c'est la sortie du biopic sur Elvis Presley. Je crois qu'il s'appelle tout simplement Elvis. Oui, Elvis, biopic sur le King, réalisé par le cinéaste australien Baz Luhrmann, à qui l'on doit notamment Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique ou encore Roméo et Juliette, sort en salle donc ce mercredi. Un film qui a été présenté hors compétition lors du dernier festival de Cannes. Et à l'affiche, on retrouve Tom Hanks qui interprète le colonel Tom Parker. C'est le manager, c'est ça? C'est ça, le manager d'Elvis. Et celui qui se met dans la peau d'Elvis, eh bien, c'est le jeune américain Austin Butler, 30 ans, bien connu des ados pour avoir joué dans de nombreuses séries et sitcoms Disney. Alors le film nous plonge dans la vie et la carrière d'Elvis jusqu'à sa mort à l'âge de 42 ans. Film qui évoque aussi donc la relation impossible entre la star et son manager. Vous avez prévu un petit extrait? Oui, je crois qu'on a un extrait. Génial, on regarde. Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire. Notre destin est-il tracé dès la naissance? Ou vient-il un jour frapper à notre porte? C'est un jeune chanteur de Memphis, dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du Hayride. Monsieur Elvis Presley. Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur! À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Bon, faut se l'imaginer en anglais quand même, hein. On va le voir en VO, c'est plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Alors dans ce film, eh bien, le cinéaste Baz Luhrmann ne raconte pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un pays, 3 décennies d'une Amérique raciste confrontée à l'évolution de ses mœurs. Film qui est donc aussi politique, dans lequel on suit les bouleversements socioculturels de l'Amérique. Et cette histoire, elle est omniprésente dans les programmes scolaires, cette histoire des États-Unis. Oui, cette Amérique que l'on voit dans le film, donc des années 50, du début de la carrière d'Elvis jusqu'à la fin des années 70, est étudiée dans les programmes scolaires. Alors à la fois dans les cours d'anglais, puisqu'il y a une large part qui est consacrée à la civilisation nord-américaine, et on va aussi étudier la ségrégation raciale aux États-Unis dans ces cours. Cette période est aussi étudiée en cours d'histoire-géographie, notamment au lycée, dans un chapitre sur les États-Unis et le monde. Mais ce qui va nous rapprocher d'Elvis, c'est que les élèves étudient les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis connaissent une période de prospérité sans précédent qui favorise l'émergence d'une nouvelle société, celle de la société de consommation. Elle est caractérisée par l'apparition de nouveaux modes de vie fondés sur le confort matériel avec l'utilisation de nouveaux produits comme l'automobile, la télévision ou l'électroménager. Et cette partie justement sur l'industrie, eh bien, elle est étudiée à l'école avec le taylorisme qui est évoqué dans les programmes en histoire mais aussi en sciences économiques et sociales dans un chapitre sur les mutations du travail et de l'emploi. Alors le niveau de vie des Américains s'élève considérablement et cette société de consommation de masse est aussi caractérisée par l'augmentation des temps de loisirs. La télévision occupe les soirées et l'automobile permet de se déplacer plus facilement pendant les vacances. Ce qu'on appelle en somme l'American Way of Life. L'American Way of Life que les élèves vont étudier lorsqu'ils vont évoquer la mondialisation. À partir des années 60, eh bien, le mode de vie américain est largement diffusé grâce à la publicité, la télévision, le cinéma, et ce phénomène de diffusion eh bien, s'appuie aussi sur la langue avec l'introduction d'expressions anglaises dans les autres langues. Genre gamification au hasard. Par exemple, la culture américaine inonde toujours notre monde. Ces médias donc érigent l'American Way of Life comme un modèle universel et les autres pays développés adoptent rapidement ce mode de vie. La culture américaine devient un objet économique. Merci beaucoup. Thank you very much. You're welcome. Oh, great. Reprise du grand oral. On se retrouve pour la récré tout à l'heure, Amal.
Et Nathalie Getta est l'invitée de ce grand oral. Elle dirige l'atelier Canopée des Yvelines, invitée de ce grand oral à l'occasion de l'opération Un mois pour jouer, opération dédiée à la ludopédagogie. On en parle depuis le début de cette émission. Juste avant l'anti-sèche et avant qu'on parle d'Elvis, c'est pour bien fixer les choses. Vous disiez, voilà, ils apprennent en jouant. C'est pas parce qu'on a joué quand on est élève qu'on a conscience d'avoir appris quelque chose. Ça, c'est une phase absolument essentielle. Oui, absolument. L'essentiel, c'est vraiment l'après-jeu. C'est ça. Faire jouer des élèves et ne pas penser ensuite à reprendre avec eux pour consolider, analyser, vérifier ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Voilà, ce qui est passé ou pas passé, c'est extrêmement important. Ça permet aussi d'aller plus loin. Ça permet peut-être de tirer C'est un retour, une analyse. Voilà. Sinon, il n'en reste que on s'est bien amusé, merci beaucoup madame. Voilà, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et il faut vraiment et c'est là-dessus que les enseignants doivent peut-être encore être formés, c'est bien comprendre le process de jeu, le process de gamification du jeu, comprendre aussi les différents systèmes de jeu, puisqu'on peut avoir des jeux de plateau, mais on peut avoir aussi les jeux vidéo, pourquoi pas. Et après ce process de jeu, ce système de gamification, il peut être employé d'une autre façon. Donc c'est intéressant. Par exemple, plutôt que de faire un cours classique, on va lancer une idée. Là, on est sur un plateau télé. Moi, je l'ai fait avec des étudiants de BTS, juste à un moment donné où on parlait beaucoup de la réforme des retraites. Et eux aussi. Et donc, à un moment donné, ils voulaient faire grève sans savoir pourquoi ils voulaient faire grève. Et donc, l'idée, ça a été de leur dire, vous savez quoi ? On va créer un jeu. Et là, je les ai lancés sur la réforme des retraites en leur disant, il y a un groupe qui représente le gouvernement, et puis un autre qui va représenter les différents protagonistes. Donc, vous choisissez, ça peut être des syndicats, un enseignant, les médecins, ce que vous voulez. Et ils ont dû creuser à l'intérieur pour retrouver tout un tas d'éléments et pouvoir justifier auprès du gouvernement, et le gouvernement, pareil. Et ils ont fait grève à la fin ou pas ? Alors, ils n'ont pas fait grève à la fin, mais ils ont vous envoyez mieux le truc au gouvernement, ça va. S'ils avaient fait ça au lieu du grand débat ou avant les Gilets jaunes, ça se serait mieux passé pour eux. Ils ont mieux compris pourquoi. Alors, c'est vrai que moi, je les ai laissés faire. Il faut quand même leur laisser du lest. C'est-à-dire que là, on change de posture. C'était des grands, mais même avec les petits, j'ai envie de dire, il faut changer de posture, il faut se mettre à côté, il faut les accompagner. C'est ça. Et on en est venu à un point où ils ont vraiment recréé le studio. Et comme c'était des futurs BTS, NDRC, donc il y a tout un aspect NDRC, on va le traduire, négociation et relations clients avec la digitalisation en plus. Et dans ce cadre-là, il était important aussi qu'ils puissent manipuler une caméra, des photos, etc. Et donc, on a recréé un plateau télé et on s'est amusé à faire ce truc-là. Et ça a fait passer beaucoup plus facilement tout ce qui était axe politique économique et puis cette fameuse et tous les enjeux liés à la réforme des retraites, etc. Voilà. Nathalie Getta, quand vous disiez tout à l'heure, j'ai choisi d'enseigner en lycée professionnel et en ZEP, c'est un j'ai choisi qui est très fort parce que c'est pas votre première carrière enseignante. Non. J'ai d'abord eu une carrière dans une entreprise privée qui, je ne vais pas la nommer, mais simplement qui faisait des téléphones fixes et portables, voilà. Et je travaillais au marketing, voilà. Donc, comme on travaille beaucoup en projet, en marketing, c'est vrai qu'une fois que j'en ai eu un petit peu ras-le-bol parce que je tournais en rond, j'ai décidé de partir vers l'enseignement parce que je faisais aussi un petit peu de formation avant dans cette entreprise. Vous avez attrapé le virus. Et voilà. Et en fait, ça plaisait beaucoup et on m'a demandé plus d'une fois de revenir former des étudiants, etc. Donc, je me suis intéressée vraiment à l'enseignement et avant de passer le concours, j'ai fait le choix d'abord d'aller faire un stage, en quelque sorte. Donc, j'ai fait un remplacement. Et ce remplacement, j'ai eu une révélation. Donc, vocation et révélation, donc comme quoi, ce n'est pas des mots tout à fait ringards. Vous vous intéressez très vite, en tout cas, à la pédagogie de projet, avant de vous intéresser au jeu, c'est-à-dire apprendre en faisant. Tout à fait. Il faut vraiment leur donner la possibilité, en fait, tout de suite de mettre les mains sur ce qu'on veut leur apprendre. Et donc, du coup, tout à l'heure, on parlait du learning by doing. Et ben, c'est exactement apprendre en faisant, ouais, c'est ça. Et si on veut qu'ils s'emparent des sujets, il faut vraiment être là-dedans. Donc voilà, ça a été, j'ai envie de dire, toute ma carrière s'est déroulée de cette façon-là. Hors de question de faire un cours magistral. Il n'y a rien de plus
Pour moi, il n'y avait rien de Vous allez vous faire plus plein d'amis en 3 ennuyant. secondes. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y avait, en tout cas, pour moi, il n'y avait rien de plus ennuyant que d'être dans le descendant. De toute façon, il faut enseigner, il faut que ça vous ressemble aussi. Donc, Voilà. si vous êtes à l'aise là-dedans, c'est que c'est sans doute la bonne formule. Absolument. On va continuer à discuter de ce mois de la ludopédagogie avec vous, Nathalie Getta. Mais si vous voulez bien, prendre une petite, non pas qu'on manque de respiration, mais on fait toujours une petite récré comme ça dans cette quotidienne, parce qu'on a droit à des récrés à l'école. Amal Laoui. Récré, Amal, dans un internat. Dans un internat, et oui, dans les internats, on s'amuse même en dehors de la récré. Non. Et si, avec cette On me vidéo, l'a pas dit. regardez. Et c'est comme ça que vous voulez convaincre les parents de mettre les enfants dans des internats. On dit beaucoup que l'internat n'a pas la cote ou n'avait pas la cote, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, il revient quand même un petit peu à la mode. Oui, longtemps vu comme une punition, eh bien, l'image des internats s'est considérablement améliorée avec la mise en place de structures d'accueil modernisées qui proposent des prestations favorables au développement et à l'épanouissement des internes. On vient de voir ça. On vient de voir ça, ils ont l'air très épanouis. En tout cas, en France, il faut savoir qu'il y a plus de 1800 établissements scolaires qui proposent un internat intégré, qu'il soit public ou privé. Alors, on en trouve beaucoup dans certaines régions, des internats, comme l'Île-de-France, l'Ouest, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Alors, le statut d'un internat dépend de l'établissement auquel il est relié. Il peut être public, donc sous la responsabilité totale de l'État, privé sous contrat d'association, donc il bénéficie d'une aide de l'État, ou privé hors contrat, donc totalement autonome financièrement. Et il faut savoir aussi que 90% des internats sont privés sous contrat. Comment s'organise la vie des élèves dans cet internat ? L'internat concerne déjà tous les élèves de la 6e à la terminale, mais aussi les BTS et les classes prépa. Les internats proposent soit un hébergement semi-permanent, ça veut dire que les internes ne sont pas hébergés ni les week-ends ni pendant les vacances scolaires, ou un hébergement permanent, plus adapté aux internes dont les parents ne sont pas forcément disponibles. Alors ils ont le même nombre d'heures de cours que dans un établissement classique, et après les cours, eh bien, ces élèves bénéficient généralement d'un temps libre pour se reposer, pour goûter ou pour faire du sport. Pour faire des vidéos sur TikTok. Faire des vidéos sur TikTok. Et ils ont la chance d'avoir un temps d'études surveillé par les enseignants ou l'équipe d'encadrement de l'internat. Et cela leur permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui représente une aide précieuse dans leur parcours scolaire. C'est surtout ça qui intéresse les parents. Il y a eu une initiative qui a été beaucoup portée par le précédent ministre de l'Éducation nationale, à l'époque où il était déjà recteur de l'Académie de Créteil, les internats d'excellence. C'est un label, c'est ça ? C'est un label. Le label internat d'excellence est accordé aux internats qui s'engagent dans une démarche de projet dans le respect des 6 critères qui sont définis dans le cahier des charges du label. Je vais vous les citer. Un ancrage territorial affirmé, un projet pédagogique et éducatif qui vise l'excellence, des modalités de recrutement et d'accueil des élèves internes clairement définies, un management efficient et des équipes formées au métier de l'internat, des conditions d'accueil et d'hébergement des internes attractives et sécurisantes et un pilotage formalisé autour du projet qui mobilise toute la communauté éducative. Il y en a combien des internats d'excellence ? Il y en a 307 labellisés sur le territoire national qui peuvent accueillir au moins 30 000 élèves d'ici la rentrée 2022 avec un objectif d'au moins un internat d'excellence par département. Merci beaucoup, Amal, pour cette... Ils ne font pas que jouer, les internes. Oui, moi, ça, je ne crois rien. Là, on a compris qu'il faut que jouer. C'est l'année de la ludopédagogie dans les internats. Merci, Amal. Et la ludopédagogie, on la retrouve. Grand oral. Ludopédagogique donc dans la quotidienne pour les enseignants, pour les élèves, pour les familles, avec Nathalie Getta, enseignante directrice de l'atelier Canopée des Yvelines. Vous avez, je crois, commencé à enseigner en 2006. Oui. 2006-2022, est-ce que les jeunes, est-ce que les demandes ont beaucoup changé de votre point de vue ? Parce qu'entre-temps, le numérique s'est imposé. Ce n'était pas le cas avant. Le numérique s'est imposé et quelque part, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet vraiment d'aller sur différents terrains, notamment pour les jeunes. Ça va simplifier un certain nombre de choses qu'on faisait avec eux. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Pour les enseignants aussi, parce que ça permet aussi pour nous de travailler en équipe plus facilement. Donc, je trouve ça intéressant, ce numérique. Vous n'avez pas le sentiment, en tout cas, que ça les a détachés. Avec le jeu, si on revient au jeu, puisque c'est le mois de la ludopédagogie, vous avez décrit beaucoup de bénéfices du fait de jouer. On apprend pour soi, mais on apprend aussi avec les autres. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est particulier dans le cursus scolaire. Absolument, puisque dans ces fameuses compétences douces, on retrouve aussi la collaboration. Et c'est vrai que par le jeu, on va mettre les élèves
en collaboration. On va pouvoir leur permettre de collaborer entre eux. Et justement, on va pouvoir travailler avec eux cet aspect collaboratif. On peut aussi les mettre, évidemment, tout seul à jouer, hein, mais ça n'a pas tout à fait le même intérêt. Le fait de les mettre en collaboration, c'est aussi leur permettre de s'épanouir ensemble, d'arriver à se connaître aussi, et puis quelque part de reproduire un peu ce qu'ils vont devoir reproduire en entreprise. Nathalie, les enseignants qui viennent vous voir à l'atelier Canopée des Yvelines pour que vous les instruisiez sur le jeu, la ludopédagogie, est-ce que certains arrivent avec des craintes? Si oui, quelles sont-elles? Comment vous les levez? Alors déjà, on a un certain nombre de formations qui leur sont accessibles, qu'ils soient en premier degré ou en second degré. Sur notre atelier, je vais parler surtout du nôtre, mais c'est valable, je pense, pour beaucoup dans les autres aussi. Sur notre atelier, on a vraiment une particularité sur les jeux. On a développé, par exemple, des malles ressources qui peuvent venir emprunter sur des thématiques jeux. Des malles EMAD 2LES, hein? Des malles. Pas des malles ressources. Des grosses malles, oui, avec plein de jeux à l'intérieur. Donc, il y a des jeux de plateau, mais il y a aussi d'autres types de jeux qui peuvent être empruntables, puisqu'on Canopée produit aussi des escape games, par exemple. Jeux d'évasion. Voilà. Et donc, on peut tout à fait venir emprunter déjà ces différentes ressources. Et comme ça, on teste. Pour tester. Nous, on est là aussi pour les aider. On est là pour les accompagner aussi à comprendre ce que c'est que la ludopédagogie et comment l'intégrer dans leur pédagogie à eux. Est-ce que c'est pas aussi une pédagogie qui introduit l'erreur comme quelque chose d'extrêmement profitable, finalement, et non pas comme tu auras des points en moins? Et oui. Et ça, oui. C'est extrêmement. Mais oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les jeunes. Il faut leur donner la possibilité de se tromper. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre vraiment. Et non pas les sanctionner dès qu'il y a une erreur. Je continue dans mon catalogue des bénéfices du jeu, parce que vous aurez compris que j'adore ça. On apprend aussi à gérer ses émotions. Parce que qu'on gagne, qu'on perd. Ouais. Alors, si vous voulez, vous venez chez nous emprunter une belle malle sur la gestion des émotions. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de jeux que certains médiateurs... Alors, qui spécifiquement apprennent à gérer les émotions. Certains médiateurs pourront vous expliquer comment faire pour utiliser ces différents jeux en classe, pour travailler sur les émotions en classe. Quand vous parliez de gamification, ça veut dire aussi que les enseignants peuvent utiliser des jeux existants, oui. Ceux que vous mettez à disposition, mais aussi donc concevoir leurs propres jeux, c'est ça? C'est le degré, c'est quand on est master en ludopédagogie, ça. Ouais, disons qu'il faut déjà avoir un petit peu manipulé un certain nombre de jeux, avoir compris aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut que dans un jeu, il y ait une partie qui va immerger l'élève. Donc vraiment, on part d'un contexte, quelque chose qui va engager. Et puis à côté, il faut des mécanismes de jeu. Donc il faut des éléments ludiques pour maintenir cette envie de faire. Et puis à côté de ça, il faut qu'il y ait aussi des éléments qui permettent d'apprendre quelque chose. Donc là, on est sur un jeu qui commence à être un jeu pédagogique. Et évidemment, cette dernière phase qui doit être pensée à l'avance pour qu'il y ait un débriefing, en quelque sorte, à la fin du jeu et permettre aux jeunes de savoir pourquoi il a joué aussi, qu'est-ce que ça lui a appris, qu'est-ce qu'il en retire. Et étape dont vous disiez l'importance tout à l'heure. Crucial. On se retrouve dans quelques minutes, Nathalie Getta, si vous le voulez bien, mais aujourd'hui, c'est le jour où on pousse la porte de l'infirmerie. Alors là, malheureusement, c'est pas pour jouer aujourd'hui, puisque Sophie Marinopoulos, notre psy et chroniqueuse, a choisi de vous parler d'un sujet tout à fait sensible, qui est le sujet de l'anorexie et de la boulimie chez les adolescents. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il sera question de l'anorexie et la boulimie. Alors, c'est un sujet grave, c'est un sujet qui inquiète beaucoup la famille, mais le jeune lui-même, c'est un sujet qui parle de souffrance. Et c'est l'occasion aussi de voir que se nourrir comporte aussi une dimension affective. On se nourrit bien sûr pour apporter l'essentiel à son corps, à son développement, mais d'ailleurs les nourrissons nous l'apprennent beaucoup, puisque les nourrissons eux-mêmes parfois peuvent refuser de manger ou au contraire peuvent se gaver. Donc cette dimension affective fait que nous pouvons avoir des manies. Pour nous nourrir, on ne se nourrit pas tous de la même manière. Nous sommes très singuliers. D'ailleurs, on peut en sourire ensemble. Certains vont dire qu'ils se trouvent difficiles. Certains vont parler de matières qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas avoir en bouche. Donc, il y a comme ça un certain nombre d'observations que l'on peut faire pour soi-même et qui montrent à quel point nous sommes très différents par rapport à l'alimentation. Mais tant que cela ne met pas en danger notre santé, ça reste on pourrait presque parler de petites lubies personnelles au regard de l'alimentation. Donc,
pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais à un moment, on va s'apercevoir que pour certains jeunes, et peut-être rappelons-le pour certaines jeunes filles principalement, car la question de l'anorexie et de la boulimie touche essentiellement les très jeunes filles. Ça peut commencer extrêmement précocement et on peut voir qu'à ce moment-là, l'alimentation, se nourrir, mettre à la bouche, parle d'une souffrance profonde, d'une souffrance personnelle qui fait que ça devient une expression qui se transforme en maladie psychique, parfois grave, et qu'il faut bien entendu prendre très sérieusement en compte. De quoi est-il question ? On s'aperçoit qu'il y a peut-être deux choses à retenir très importantes dans ce qu'on appelle cette maladie psychique, où on voit ce jeune se remplir ou se vider d'une manière tout à fait soudaine. On peut retenir qu'il s'agit à la fois d'un rapport à son corps, ce corps qui se transforme et pour lequel le jeune a véritablement une répulsion. Il ne supporte pas les transformations qui accompagnent cette période de l'adolescence. Parce que ça commence, ça se dessine avec l'adolescence, avec la puberté, avec les transformations. Donc il y a cette première dimension très importante à prendre en compte, c'est ce côté de l'insupportable à se voir changer. Et puis un deuxième élément qui vient parler de comment le jeune va essayer de régler cette transformation en essayant de la maîtriser. La maîtrise de la manière dont il va se nourrir, comme s'il allait pouvoir prendre le dessus sur ce corps qui se transformait. C'est lui qui va décider ce que le corps va devenir, ce que ce corps va devenir. Donc il y a ces deux dimensions qui dominent et qui parlent de cette souffrance, de cette quête de soi, de quelque chose qui échappe et qui est insupportable. Ça parle de l'image, ça parle de la manière dont on devient soi. Alors, c'est très difficile de faire de la prévention. Il faut savoir que l'anorexie et la boulimie, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un refus de l'autorité du parent, c'est véritablement, justement, ce passage de transformation, ce passage de construction, ce cheminement vers soi, vers ce que l'on souhaite être. Et donc, la maîtrise de son image appartient pleinement à ces manifestations. Alors, peut-être une voie peut-être un peu simple, mais peut-être à prendre en compte, c'est de prendre conscience de quoi ça parle, de prendre conscience que cette transformation et que cette volonté de maîtriser sa transformation, ça parle de sa quête, de la quête de soi, et donc l'importance de prendre soin de l'image de nos adolescents et de les accompagner dans leur transformation en les valorisant dans leur transformation. Merci à Sophie Marinopoulos. Merci aussi à vous, Nathalie Getta. Un mois pour jouer, c'est donc ce que propose aux enseignants Réseau Canopé jusqu'au 30 juin. Des conférences d'experts, des formations, plein de choses. Absolument, des ateliers en présentiel, en distanciel, voilà, plein de choses disponibles. Il ne faut pas hésiter d'aller sur le site. C'est très bien fait. Je vous en signale deux. Il y en a un, c'est aujourd'hui, il faut se dépêcher, mais c'est à 14h, ludopédagogie avec les jeux de plateau. Et puis le 29 juin de 14 à 16h, des élèves aux manettes quand les jeux vidéo s'invitent en classe. Beaucoup d'ateliers tout à fait passionnants. Du physique, du numérique. Merci beaucoup, Amal. Merci, Emmanuel. Et merci évidemment à toute l'équipe, au maquillage, Emma Razafin, Dralambeau. Et évidemment, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie au son Saïd Mamou, Raphaël Morel à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.